Bonjour la famille, bienvenue sur Histoire avec Madésie. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un j'aime, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous, nous plongeons dans l'histoire. Clara Mitchell épousa Henry Lawson par un doux après-midi de printemps, le genre de journée qui semble assez douce pour promettre un bonheur simple. Elle portait une robe en dentelle de location et des chaussures une demi-pointure trop grande, rembourrant le bout avec du papier de soie plié pour pouvoir descendre l'allée sans trébucher. Dans la salle paroissiale, après la cérémonie, elle riait doucement lorsque les vieilles femmes louaient sa nature calme, et que les hommes serraient la main d'Henry, le traitant d'homme chanceux. Clara les croyait. Après des années à vivre frugalement avec son père veuf, à repasser des chemises le soir et à prendre les bus de l'aube pour un travail de bureau qui ne payait jamais assez, elle voulait du repos, de la compagnie, une cuisine avec une fenêtre, la chaleur d'appartenir à un foyer. Henry, avec son sourire confiant et ses projets pour une petite entreprise de logistique, lui semblait être une porte s'ouvrant sur toutes les pièces où elle n'était jamais entrée. Elle mémorisa son visage tandis qu'il lui donnait un morceau de gâteau, une mâchoire carrée, des yeux avides, une promesse. Quand ils arrivèrent dans le petit appartement qu'il pouvait se permettre, elle pressa la paume de sa main contre le mur frais et murmura « Merci pour ce commencement ». Henry lui embrassa les cheveux et dit « Nous allons construire vite, Clara. Tâche juste de suivre. » Elle promit qu'elle le ferait, toujours. Au cours de leur première semaine, Clara découvrit les contours de l'espoir et de la fin d'Henry. Il scotcha des croquis d'itinéraire de livraison au-dessus du bureau et régla des alarmes pour 5 heures du matin, buvant son café comme un défi. L'élan, disait-il en tapotant la table. On ne peut pas avoir l'air pauvre, même si on l'est. Elle hocha la tête et arrangea les rideaux achetés d'occasion, cachant leur ourlet effiloché derrière des plis soignés. Le soir, elle préparait des ragoûts avec des morceaux de viande bon marché et l'écoutait décrire les clients qu'il décrocherait un jour. Quand l'inquiétude pinçait sa voix, elle lui prenait la main et disait « On y arrivera ». Il la regarda longuement et répondit « Alors ne me ralentis pas », le mot la piqua, mais elle se dit qu'il parlait du monde, pas d'elle. Elle repassait ses chemises avec une concentration souriante et laissait des mots dans son sac repas, de petits encouragements. « Tu es capable. Je suis fier de toi. » Parfois, quand il se sentait plus doux, Henry posait son menton sur sa tête et murmurait « Tout est une question de maths, Clara. » Entrée, sortie, échelle. Elle répondait « Et de grâce. » Il riait à ce mot. La grâce ne signe pas de contrat. Elle lui serrait les doigts. Peut-être qu'elle ouvre des portes. Elle continuait de respirer calmement, choisissant la patience plutôt que la panique chaque nuit seule. La première critique arriva, pliée à l'intérieur d'un compliment. « Tu es merveilleusement constante, Clara », dit Henry un matin, en regardant son assiette. « Les œufs ont exactement le même goût tous les jours. » Il sourit sans douceur et elle comprit qu'il voulait quelque chose de différent, de plus vif, de plus salé. Elle s'ajusta discrètement, des herbes supplémentaires, une nouvelle poêle dénichée dans un bac de solde, une touche de crème gardée pour le vendredi. Quand elle acheta une simple robe bleue pour un entretien dans un meilleur bureau, il pencha la tête et dit « C'est net, mais pas mémorable. » Ce soir-là, un SMS d'un client le fit soupirer, et il la regarda comme si elle était la raison pour laquelle les contrats lui échappaient. « Tu es confortable, dit-il. Les investisseurs veulent de l'éclat. » Clara déglutit. « Je peux apprendre l'éclat. » Elle retourna dans la chambre et lissa le couvre-lit 3 fois, puis une 4e, en murmurant « Ne le prends pas personnellement. » Elle attacha son CV avec un trombone et rédigea une nouvelle lettre de motivation, se demandant si les employeurs pouvaient entendre le doute bruire entre les lignes. Devant le miroir, elle s'entraîna à un sourire plus éclatant qui semblait une taille trop grande pour son visage. Ses chaussures, cirées la veille, lui pinçaient légèrement les talons, des rappels que le progrès écorche souvent la peau. Pour l'instant. À la fin de cette semaine, Clara commença à traduire les humeurs d'Henry en tâches, comme si une algèbre émotionnelle pouvait maintenir la paix. Quand il disait « On ne peut pas avoir l'air petit », elle repassait la nappe et positionnait leurs assiettes ébréchées à des angles parfaits. Quand il marmonnait « Les gagnants se font remarquer », elle se tamponnait un peu de parfum sur les poignets et s'entraînait à marcher avec des talons silencieux. Il dînait à la lueur d'une lampe qui vacillait, et il étalait des feuilles de calcul comme si c'étaient des cartes menant à un pays radieux qu'elle n'avait jamais vu. « Il n'y a pas de place pour l'erreur », dit Henry en tapotant une colonne. Elle hocha la tête. « Alors je serai prudente. »
La prudence ne suffit pas, Clara plia des serviettes en forme de grue, leurs ailes nettes et pleines d'espoir, et se dit que l'amour était un exercice de patience. La lampe bourdonnait, la pièce semblait mise en scène. Henri parlait d'échelle et de vitesse. Elle cherchait de la tendresse et ne trouvait que des échéances. Il termina par « Ne me ralentis pas ». Elle écrivait des recettes dans les marges, espérant que l'utilité pourrait être le pont que son tempérament refusait de construire pour eux. Quand Henri invita 2 amis pour regarder un match, Clara disposa des bols de pop-corn maison et des oranges en tranches, s'excusant pour la modestie de l'ensemble avant que quiconque ne se plaigne. « Tu n'as pas à t'expliquer, » dit gentiment l'un des amis, mais Henri rit. « Elle est économe, déclara-t-il. Vous ne rencontrerez jamais une femme capable de tirer le maximum d'$1. » Les hommes ricanèrent. Clara sourit et s'excusa pour aller à la cuisine, où elle s'appuya contre le comptoir jusqu'à ce que la piqûre passe. Du salon venaient les commentaires du match, et de temps en temps la voix d'Henri qui perçait. « Clara, des bières !» Elle les apporta avec un joyeux « voilà » et il ajouta « vous voyez, efficace ». Plus tard, quand l'équipe perdit, il secoua la tête et plaisanta « même ma femme a plus d'énergie que cette attaque, et croyez-moi, ça veut tout dire ». Les invités rirent, l'un d'eux sembla désolé. Henri ne le remarqua pas. Clara continua de nettoyer longtemps après leur départ, la nuit silencieuse à l'exception de l'eau qui coulait et du cliquetis des verres. Elle plia le torchon et murmura « tout va bien, tout va bien ». Mais à l'intérieur, une petite ombre s'ouvrit, une pièce sans fenêtre, où sa valeur ressemblait à la chute d'une mauvaise blague racontée en boucle, et elle ne trouvait pas la porte. Le week-end suivant, Henri lui demanda de l'accompagner à un barbecue chez un collègue. « Ne sois pas silencieuse », l'avertit-il alors qu'il montait le chemin, « ça passe pour de l'ennui ». Clara hocha la tête, les doigts serrés autour du saladier qu'elle avait préparé. Dans le jardin, les rires fusaient, et Henri s'y glissa facilement. Quand les présentations arrivèrent jusqu'à elle, il dit « Voici Clara. Solide, fiable, elle paie les factures. » La blague suscita des sourires polis. Elle posa le saladier et proposa « C'est du quinoa au poivron rôti », mais quelqu'un avait déjà changé de sujet. Au crépuscule, les guirlandes lumineuses bourdonnaient, et Henri, une bière à la main, commença à raconter l'histoire d'un contrat presque conclu qui était tombé à l'eau. Il fit un geste vers Clara. Elle ne comprenait pas le calendrier. Imaginez présenter un projet avec ça à la maison. Quelques têtes se tournèrent. Clara sentit la chaleur lui monter au cou. Elle dit « Je comprends plus de choses que tu ne le penses. » Henri eut un sourire narquois. Adorable. Sur le chemin du retour, elle regarda les lumières des porches s'allumer une par une, des maisons qui s'illuminaient d'elles-mêmes. « Tu n'avais pas à dire ça, » murmura-t-elle. « À propos de moi. »« Détends-toi, » répondit-il. « Les gens comprennent. » Elle ouvrit la fenêtre et laissa l'air de la nuit lui rafraîchir les paupières, plaçant la douleur comme des reçus qu'elle solderait plus tard. À l'automne, l'appartement apprit la chorégraphie de la solitude. Les clés d'Henri atterrissaient plus tard sur le comptoir, sa veste drapée sur une chaise comme un drapeau planté ailleurs. Clara maintenait l'espace doux, des thés d'oreiller fraîches le samedi, des écorces de citron dans la poubelle après le thé, de petites preuves domestiques que quelqu'un se souciait. Elle dressait 2 assiettes pour le dîner, puis en remettait une sur l'étagère lorsque ses SMS disaient « En retard, n'attends pas ». Elle mangeait par petites bouchées pour que la soirée ne se termine pas trop vite. À la télévision, les gens s'embrassaient avec urgence, et Clara baissait le volume, honteuse d'envier des femmes de fiction. Quand Henri arrivait, il embrassait l'air près de son front et passait devant elle pour aller à son ordinateur portable. « Gros mois à venir », disait-il, les yeux sur les chiffres. « Dis-moi comment t'aider », offrait-elle. « Ne me distrais pas », elle lui apporta de l'eau quand même et s'assit à proximité avec un livre, prétendant que le silence était complice. Parfois, il la surprenait en train de le regarder et disait « Quoi ?» comme si l'attention était un inconvénient. Au lit, elle se blottissait contre son dos, cherchant une couture pour y glisser sa chaleur, mais il s'éloignait. Elle murmurait « Bonne nuit », et la pièce répondait par la lueur du voyant du routeur. Les dimanches après-midi se déroulaient d'abord en douceur, le linge plié en pile chaude, la soupe mijotant, des radios flottant depuis les fenêtres voisines. Clara s'arrêtait, les mains dans l'eau de vaisselle, et se demandait si le contentement était censé ressembler autant à retenir sa respiration. Elle décida de tester sa visibilité. Quand Henri entra dans la cuisine, elle sourit et dit « Tu me manques ». Il ouvrit un placard. « Je suis là. »
Tu es dans la pièce, clarifia-t-elle, mais es-tu avec moi? Il fixa l'étagère. Je ne peux pas avoir ce genre de conversation maintenant. Elle hocha la tête, l'expérience livrant son résultat, et essuya le comptoir jusqu'à ce qu'il brille. Plus tard, son ami Mia appela. Comment vas-tu? Clara hésita. Je crois que je disparais un peu. La voix de Mia s'adoucit. Tu mérites qu'on te regarde comme une personne, pas comme un accessoire. Clara sourit sans joie. J'essaie d'être utile. L'utilité n'est pas de l'amour, dit Mia. Viens la semaine prochaine. Je ferai des pâtes. Après l'appel, Clara se tint à la fenêtre, regardant un couple se disputer de l'autre côté de la rue, puis rire, de la même manière que les orages dissipent parfois leur propre temps. Elle éteignit la lumière et murmura « Vois-moi » dans le noir, et n'entendit rien lui répondre. La fête de Noël du bureau arriva avec des guirlandes dorées et une playlist qui voulait que tout le monde brille. Henri guida Clara par le creux de ses reins, la dirigeant plus qu'il ne la tenait. Il la présenta à son manager comme son « soutien indéfectible », une expression qui sonnait comme un meuble. Clara sourit et posa des questions polies sur les projets, hochant la tête même lorsque le jargon s'empilait comme des caisses entre eux. Près de la table des desserts, une femme en robe cramoisie rit avec Henri, touchant sa manche comme pour en mesurer la texture. Clara s'approcha et proposa « Préférez-vous les carrés au citron ou les biscuits au gingembre ?» Les yeux de la femme parcoururent la robe de Clara, puis retournèrent à Henri. « Gingembre, dit la femme, à peine. » Henri ajouta « Clara cuisine comme une scientifique. » Résultat prévisible. La femme rit. Clara sentit quelque chose de délicat en elle prendre l'eau. Elle s'excusa pour aller aux toilettes, où elle se pressa des serviettes en papier fraîches sur le cou et murmura « Tiens bon ». Sur le chemin du retour, elle entendit Henri dire « Elle est gentille, mais elle vient d'une petite ville. Mon monde a besoin de bruit. » Clara s'arrêta dans le couloir, fixant une affiche de motivation encadrée sur l'excellence, et pensa douloureusement à quel point elle avait appris à être silencieuse. Cette nuit-là, dans le VTC qui les ramenait, Clara essaya à nouveau. « Est-ce que je te fais honte ?» demanda-t-elle, la voix prudente. Henri faisait défiler son téléphone. « Tu es très bien. » Très bien n'est pas la même chose que fier. Il leva les yeux, irrité. « Tu veux que je mente et que je te dise que tu es éblouissante? Nous ne jouons pas dans la même ligue. » Elle soutint son regard. « Je peux apprendre. » Il ricana. « On n'apprend pas le glamour. On l'a ou on ne l'a pas. » Le chauffeur actionna son clignotant et Clara regarda la ville défiler, les lumières cousant une couture qu'elle ne pouvait pas franchir. À la maison, elle suspendit son manteau et dit « Dis-moi ce que tu attends de moi. » Henri haussa les épaules. « Moins de poids, plus de brillant. Je fais le lit, je cuisine à petit budget, j'écoute. N'est-ce pas ça, le brillant? C'est de l'entretien, dit-il. Le brillant, c'est le spectacle. » Elle croisa les bras autour d'elle, essayant d'empêcher la chaleur de s'échapper. « Je t'ai épousée par amour, » murmura-t-elle. Il laissa tomber ses clés dans le bol. L'amour ne se met pas à l'échelle. Clara resta très immobile, les mots se déposant comme de la poussière sur une surface qu'elle venait de nettoyer, et se demanda combien de temps un cœur pouvait retenir sa respiration avant de s'évanouir complètement. Elle décida de bouger plus doucement, tout en étant vue, un paradoxe qu'elle portait docilement. Quotidiennement. Mia invita Clara à prendre le thé dans son petit appartement, où tout était dépareillé et aimé. La vapeur embuait la fenêtre, tandis qu'une bouilloire cliquetait doucement, comme si elle respirait avec elle. « Tu as maigri » dit Mia, sans méchanceté. Clara rit. « C'est l'effet du budget. » Mia lui tendit une tasse. « C'est l'effet de l'inquiétude. » Clara traça le bord avec le bout de son doigt. « Henri est ambitieux. C'est une saison. » Les saisons changent, dit Mia, mais les tempêtes ont aussi des noms. Clara sourit. « Tu es dramatique. » Je suis descriptive, répondit Mia. Dis-moi une chose qu'il fait qui te donne l'impression d'être soutenue. Clara chercha au plafond un exemple facile, et ne trouva qu'une toile d'araignée lumineuse. Il travaille dur, dit-elle. Mia hocha la tête, attendit. Le silence s'installa, chaud et aussi glaçant. Tu peux dire que tu es malheureuse, murmura Mia. Clara secoua la tête. Je suis patiente.
La patience envers ce qui te nuit devient de la participation, dit Mia doucement. Une larme surprit Clara. Elle l'essuya avant qu'elle ne puisse signifier quelque chose. Elle termina son thé et serra Mia dans ses bras, promettant de revenir, et rentra chez elle avec l'étrange sensation qu'un miroir avait enfin été tourné vers son visage. Les lampadaires formaient des flaques de lumière à ses pieds, nommant le sol qu'elle revendiquait à peine. Pourtant, Henri était rentré avant elle, tapant vite, les épaules rigides, comme s'il se préparait à un vent imaginaire. « Encore Mia » demanda-t-il sans lever les yeux. « Le thé » dit Clara. « Elle pense en sentiment » répondit-il, de la même manière que certaines personnes disent « moisissure ». Clara posa son sac. « Les sentiments sont des données. Les sentiments sont un poids, contrat-il. Nous avons besoin de portance. » Elle regarda le curseur clignoter sur son écran, un petit phare pulsant sur un travail non sauvegardé. « J'essaie d'être ce qu'il faut, dit-elle. Il lui jeta un coup d'œil. « Alors, calibre-toi. L'émotion coûte cher. » Clara ouvrit une fenêtre malgré le froid et laissa la nuit souffler la vérité sur ses joues. « Est-ce que tu me choisis encore » demanda-t-elle soudainement. Henri repoussa sa chaise, surpris. « Ne commence pas. Je choisis notre avenir. Je suis dans cet avenir. » Ses yeux vacillèrent. « Si tu suis le rythme. » Elle hocha lentement la tête, rangeant la condition dans une boîte étiquetée dans sa poitrine. Dans le silence qui suivit, elle coupa des pommes en tranches, les posa sur une petite assiette entre eux, et tenta de croire que le fait d'offrir de la douceur pouvait convaincre la faim d'être gentille. Elle se disait que le mariage était un marathon, mais chaque borne kilométrique ressemblait à un miroir la montrant plus mince, stable, et plus loin d'elle-même. Quotidiennement. L'hiver pressa son nez contre les fenêtres et embua les vitres. À l'intérieur, Clara empilait les couvertures comme des arguments contre les courants d'air. Henri commença à rentrer plus tard, envoyant des invitations de calendrier au lieu d'explications. Elle regardait l'horloge passer minuit avec l'attention résignée d'un gardien de sécurité. Quand il rentrait, il traversait les pièces comme un voyageur qui savait qu'il avait réservé un autre vol pour l'aube. « Tu es gelé » dit Clara une nuit, tendant la main vers lui. « Le travail » répondit-il en s'écartant. Elle resta les mains vides, comme si elle avait laissé tomber quelque chose de fragile. Au lit, elle se tourna de son côté et ne trouva que la forme de son absence refroidissant le drap. Elle murmura une blague, « Tes ronflements me manquent », mais l'air ne rit pas en retour. Le matin, elle glissa une chaufferette dans la poche de son manteau au cas où la journée le mordrait. Plus tard, elle la trouva inutilisée sur la table. Elle l'épingla sur le tableau en liège à côté d'une photo de leur mariage, les deux artefacts ressemblant à un avant et un après qui refusaient de faire sens ensemble. Elle se prépara une camomille, tint la tasse contre son sternum et pratiqua une respiration lente, une répétition pour survivre sans applaudissements. Un mardi, Clara rédigea un message qui disait « Peut-on parler de tes retards ?» et le fixa jusqu'à ce que les lettres se brouillent. Elle le remplaça par « J'espère que ta réunion se passera bien. » Henri répondit par un pouce levé et un émoji d'horloge, un accusé de réception sans conversation. Au déjeuner, elle passa devant une vitrine où des mannequins portaient des manteaux vifs et pensa à en essayer un, quelque chose de rouge, quelque chose qui s'annonçait. Au lieu de cela, elle entra dans la pharmacie et acheta des vitamines promettant de l'énergie. Ce soir-là, elle servit la soupe et toucha son couvert, puis le débarrassa intact et mangea de nouveau seule. Quand il arriva après minuit, elle répéta des phrases dans sa tête, alignées comme des chaussures près d'une porte. « Est-ce que tu vois quelqu'un » était la première paire. « Est-ce que tu me vois » était la seconde. Henri embrassa l'air près de sa joue et dit « Grosse journée demain. » Clara hocha la tête et répondit « Veux-tu que j'en fasse partie ?» Il fronça les sourcils. « N'en fais pas une question de sentiment. » Elle laissa les phrases délacer leurs lacets et ramper de nouveau dans le placard. « Bonne nuit » dit-elle doucement, et le sommeil mit du temps à venir, comme s'il était réticent à être témoin du silence persistant. Elle compta les respirations jusqu'à ce que le matin se lève. Le premier signe irréfutable arriva un jeudi, plié dans le linge. Clara, triant les chemises par habitude, s'arrêta sur un col où une légère trace corail s'arrondissait comme une signature négligente. Elle la toucha et sentit une petite décharge électrique, non de surprise, mais de reconnaissance. Son corps avait su avant que son esprit ne consente. Elle lava la chemise 2 fois, puis la tint à la lumière, regardant la tache s'estomper mais pas disparaître. Ce soir-là,
Henri entra en coup de vent, avec une eau de Cologne qui n'était pas la sienne, une douceur qui n'appartenait pas à leur foyer. Nouveau client, demanda Clara en posant le dîner sur la table. Réseautage, dit-il en souriant à son téléphone. A-t-elle apprécié la présentation? Clara laissa le pronom s'échapper comme un oiseau. Les yeux d'Henri se levèrent, amusés. La jalousie est inefficace. Elle inspira, expira. La vérité est efficace. Il haussa les épaules et mangea, complimentant l'assaisonnement comme si c'était un échange raisonnable pour son cœur agité. Après la vaisselle, elle se tint à l'évier et pressa ses mains contre le comptoir jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, comme si elle pouvait se maintenir par la seule force de sa poigne. Dans le miroir au-dessus de l'évier, son visage paraissait stable, mais ses yeux répétaient des tempêtes. Pendant des heures. Le lendemain matin, Clara posa la chemise lavée sur le lit avec le col ouvert comme une question. Henri y jeta un coup d'œil et en prit une autre. « Tu as manqué une tâche, dit-elle calmement. » Il ne regarda pas, « Tu te fais des idées. » Elle sourit, une chose douce et effrayante. « Je perçois. » Il la contourna pour aller au placard. « Nous n'avons pas le temps pour le mélodrame. »« Alors donne-moi des données, » répondit-elle. Il marqua une pause, puis rit comme si elle était de nouveau adorable et embrassa l'air. « Achète-toi quelque chose de joli aujourd'hui, » dit-il en lui glissant un billet dans la paume. Elle referma ses doigts sur les siens. « Je ne suis pas à vendre. » Il glissa l'argent dans son portefeuille. Le sentimentalisme coûte cher. Après son départ, Clara s'assit sur le bord du lit, le silence, vif et impitoyable. Elle envoya un texto à Mia. « J'ai trouvé du rouge à lèvres. » Ils ont appelé ça de la projection. Mia répondit. « Veux-tu venir ici ?» Clara tapa pas encore et posa le téléphone, sachant que le déni avait terminé son dernier tour en elle et s'était arrêté. Elle se ressaisirait d'abord, nommerait la douleur, et déciderait si l'endurance était de l'amour ou simplement l'habitude de rester là où elle avait déjà mis la table. Le dîner était une table en chaîne et des rires qui cliquetaient comme de la verrerie. Henri tenait le premier rôle, racontant une histoire sur la négociation avec un fournisseur difficile pendant que Clara remplissait les verres d'eau et veillait à ce que les corbeilles à pain ne se vident pas. Lorsque la conversation porta sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, quelqu'un leur demanda comment ils s'y prenaient. Henri sourit. « Je ne ramène pas le travail à la maison. Je vis avec, » dit-il en penchant la tête vers Clara. La table rit. Elle maintient le tableau de bord domestique au vert, continua-t-il. Très fiable, pas perturbatrice. Une femme en face de Clara grimaça. Clara posa délicatement la carafe et dit, « J'ai un entretien d'embauche la semaine prochaine. » Les sourcils d'Henri se haussèrent. Pourquoi? Plier des serviettes professionnellement? Quelques gorges se raclèrent. Le pouls de Clara battait dans ses oreilles. Pour un poste de coordinatrice de bureau, dit-elle d'une voix égale. Henri lui serra le genou sous la table et murmura, « Nous ne pouvons pas nous permettre que tu sois distraite. » Clara regarda sa main, puis les visages autour d'eux, chacun étant brièvement un témoin. Elle afficha un sourire poli de fin de soirée et s'excusa pour aller aux toilettes, où elle verrouilla la porte et laissa enfin le premier son s'échapper d'elle, un petit sanglot brisé qui fit trembler le miroir. Elle y plaqua sa paume. Sur le chemin du retour, Henri fredonnait avec la radio comme si rien ne s'était passé. Clara regardait les lampadaires passer comme les battements d'un métronome, marquant le temps des mots qu'elle ne dirait pas à voix haute. « Assez. Tu m'as mis dans l'embarras, » dit-il soudainement, toujours en regardant devant lui. « En existant » demanda-t-elle tranquillement. « En annonçant des plans sans concertation. » Cela mine le leadership. « Ton leadership ?»« Notre trajectoire » corrigea-t-il, généreux en théorie. Clara croisa les mains. « Je veux une vie qui ne soit pas seulement ton décor. » Il rit une fois. « Ton timing est terrible. »« Mon timing est la seule chose qui m'appartienne, » répondit-elle. À la maison, il alla à l'ordinateur. Elle alla dans la chambre et s'assit par terre, le dos contre le cadre du lit, les jambes étendues comme une enfant qui aurait enfin cessé de faire semblant d'être plus grande. Elle murmura, « Vois-moi à nouveau », et la pièce tint sa promesse de silence. Dans ce petit calme, une décision commença à se former, ni bruyante, ni dramatique, mais stable, comme un train s'organisant sur une voie lointaine, approchant que l'on applaudisse ou non. Quand le sommeil vint, il fut fin et fragile, et elle rêva de pièces avec des portes qui s'ouvraient vers l'intérieur, puis vers l'extérieur,
puis seulement pour ceux qui frappaient doucement et attendaient quand même. Tard dans la nuit, lorsque le radiateur cliquetait et que la ville se réduisait à son squelette, Clara s'agenouilla près du lit. Elle entrelaça ses doigts et y posa son front, comme elle le faisait enfant lorsque le monde semblait trop grand. « Je ne sais pas quoi demander, » murmura-t-elle. « Du courage ? De la clarté ? Une carte ?» Le tapis imprima son motif sur ses genoux, de petits losanges marquant le temps. Elle énuméra les faits dans le silence. Henri travaille tard. Henri me dédaigne. Je suis seule. Les faits sont plus faciles que les accusations. Si j'ai tort, corrige-moi, dit-elle. Si je suis petite, étire-moi. Si je suis invisible, éclaire-moi. La pièce ne répondit pas, mais l'acte de parler l'organisa à l'intérieur. Elle resta là un long moment, l'immobilité agissant sur elle comme un médicament. Quand elle se releva, elle se sentit à la fois plus légère et plus consciente du poids qu'elle avait porté, la grâce contradictoire de la vérité. Elle se glissa sous la couverture, laissa un rectangle d'espace entre elle et le côté d'Henri, et ferma les yeux. Le matin, elle continuerait. Ce soir, elle s'autorisait à être soutenue par la simple honnêteté de nommer ce qui faisait mal. Pour le moment. Le matin apporta une mince bande de lumière sur le plancher, une modeste invitation. Clara prépara du café et se tint à la fenêtre, laissant la tasse réchauffer la douleur dans ses mains. Henri sortit en hâte, déjà à moitié en conversation avec son calendrier. « Grosse semaine, dit-il. »« Je vais te la rendre calme, » répondit-elle, et entendit la phrase résonner dans une grotte quelque part en elle. Après son départ, elle ouvrit un carnet et écrivit en petites lettres un vœu. « Je ne me mentirai pas à moi-même. » Elle lista ce qu'elle pouvait contrôler, les repas, les candidatures, les limites, et mit une étoile à côté de « limites », car c'est ce qui l'effrayait le plus. À midi, elle se rendit dans une petite chapelle qui sentait le bois et la musique ancienne. Elle ne s'agenouilla pas, elle s'assit et respira. Une femme, 2 bancs plus loin, alluma une bougie, et Clara regarda la flamme se stabiliser après un bref tremblement. Elle murmura « Apprends-moi la stabilité ». Sur le chemin du retour, elle acheta des citrons et du persil, des signes ordinaires de la vie qui continue. Elle les posa sur le comptoir comme une ponctuation vive et commença à hacher, chaque tranche étant une petite déclaration. « Je suis toujours là, et j'apprends ce que cela signifie. » Elle essaierait à nouveau, doucement et avec persistance. Clara était assise à la table de la salle à manger, fixant les 2 assiettes qu'elle avait disposées, une pour elle et une pour Henri. Le ragoût avait refroidi, l'odeur de thym et de poivre flottant dans le silence comme un vague rappel de ses efforts. L'horloge passa 9 heures, puis 10, et enfin minuit, mais Henri ne rentra pas. Elle rassembla les assiettes d'une main ferme, le visage impénétrable, et rangea soigneusement la nourriture dans des boîtes. La lumière du réfrigérateur brillait durement sur ses yeux fatigués tandis qu'elle murmurait « Au moins, ce ne sera pas gaspillé. » Plus tard, allongée dans son lit, elle écoutait le bruit des voitures qui passaient dehors. Leur faible bourdonnement lui rappelait que quelque part, des gens rentraient chez eux pour trouver de la chaleur, des rires et des histoires partagées, tandis que sa maison ressemblait à une salle d'attente où elle s'attardait sans but. Elle se tourna du côté d'Henri, pressant sa paume sur le drap froid, prétendant que son absence était un inconvénient temporaire plutôt que le début d'une habitude. Le lendemain matin, Clara trouva Henri dans la cuisine, déjà habillé pour la journée, sirotant son café sans un regard pour elle. « Tu n'es pas rentré hier soir ?» dit-elle, sa voix contrôlait mes empreintes d'une certaine fragilité. Il haussa les épaules, le ton plat. Les réunions se sont terminées tard. Tu ne comprendrais pas, Clara s'approcha, la détermination montant en elle. Il ne s'agit pas de comprendre, il s'agit de respect. Je mérite de savoir où mon mari passe ses nuits. Henri ricana sèchement, posant sa tasse. Le respect se mérite, Clara. Et en ce moment, ton travail est de tenir la maison en ordre. Laisse-moi m'occuper du reste. Les mots pesaient lourdement entre eux. Clara se mordit la lèvre pour ne pas laisser paraître ses larmes, hochant la tête comme si elle concédait sa défaite. Pourtant, à l'intérieur, quelque chose commença à s'agiter, la reconnaissance que sa place dans son monde avait été réduite à un rôle, pas à un partenariat. Alors qu'elle débarrassait le comptoir, le téléphone d'Henri vibra. Il le saisit rapidement et se dirigea vers le couloir, sa voix devenant soudainement chaude et enthousiaste. Clara resta figée, le son de son rire à travers la porte confirmant ce qu'elle craignait déjà. Son mariage sombrait dans l'ombre, et elle était laissée pour compte, sans même se battre.
C'est à l'épicerie que Clara sentit pour la première fois la piqûre des chuchotements. Deux femmes près du rayon des fruits et légumes interrompirent leur conversation lorsqu'elle passa, leurs yeux se posant brièvement sur elle avant de se détourner. Clara prit une botte de carottes, ses mains tremblant alors qu'elle entendait l'une d'elles marmonner, « C'est la femme de Lawson. » La pauvre, elle ne sait pas? Sa gorge se serra, mais elle se força à continuer ses courses. Chaque pas était empreint d'humiliation. Au moment où elle arriva à la caisse, ses joues brûlaient, non pas de la chaleur du jour, mais de la conscience que des inconnus connaissaient des secrets de sa vie avant elle. Sur le chemin du retour, elle serra le sac contre sa poitrine, comme pour se protéger de la pitié dans les yeux des gens. « Ils ne connaissent pas toute l'histoire, » murmura-t-elle, mais les mots avaient un goût de déni. Ce soir-là, elle posa les carottes sur le comptoir et les coupa en morceaux trop petits, ses mains tremblant contre le couteau, comme si chaque tranche pouvait faire taire les voix qu'elle ne pouvait pas fuir. Quand Henri rentra enfin, elle le confronta avec tout le calme qu'elle put rassembler. « Les gens parlent de toi » commença-t-elle, observant attentivement son expression. Il eut un sourire narquois, comme si c'était un compliment. « Les gens parlent toujours. Ça veut dire que je vaux la peine d'être remarqué. » Les lèvres de Clara s'entr'ouvrirent d'incrédulité. « Ils ne te font pas l'éloge, Henri. Ils disent qu'on te voit avec d'autres femmes. » Il se renversa sur sa chaise, imperturbable. « Laisse-les dire. Les ragots s'estompent. Ce qui compte, c'est ma réputation dans les affaires, pas dans la bouche des voisins oisifs. » Clara secoua la tête, son cœur se brisant sous le poids de son arrogance. « Et ta femme? Est-ce que je mérite de vivre comme une idiote, à entendre des chuchotements au lieu de la vérité ?» Il la regarda un instant fugace avant de se lever, balayant la conversation comme de la poussière sur sa veste. « Tu penses trop. C'est ça ton problème. » Clara resta à table longtemps après qu'il soit allé se coucher, les carottes qu'elle avait hachées intactes dans un bol. Le bourdonnement du réfrigérateur semblait plus fort que jamais, remplissant le silence d'un rappel qu'elle était piégée dans un mariage où les mensonges voyageaient plus vite que sa propre dignité. Clara attendit qu'Henri soit d'une humeur rare et calme, assis au bureau à examiner des papiers avec un verre de whisky à la main. Elle s'approcha lentement, sa voix douce mais pressante. « Henri, pouvons-nous parler? Vraiment parler ?» Il lui jeta un bref regard, l'agacement vacillant dans ses yeux. « À propos de quoi ?» Elle déglutit difficilement. « De nous. De savoir si tu veux encore de ce mariage. Est-ce que tu veux encore de moi ?» Pendant un instant, il la fixa comme si elle était une étrangère posant une question sans pertinence. Puis il rit, un son sec qui lui fit mal à la poitrine. « Te vouloir? Clara, tu ne comprends pas. Il ne s'agit pas de ce que je veux, mais de ce dont j'ai besoin. Et en ce moment, j'ai besoin de progrès. » L'émotion ralentit tout ça. Son dédain la frappa comme une gifle, mais Clara refusa de reculer. Elle s'assit en face de lui, les mains crispées. « Je ne demande pas de grands gestes, Henri. Juste de l'honnêteté. Si tu ne veux plus de moi, au moins dis-le. » Il soupira de façon théâtrale, faisant tourner le whisky dans son verre. « Tu es toujours là, n'est-ce pas? Ça devrait suffire comme réponse. » Clara sentit sa gorge se nouer, des larmes pressant au coin de ses yeux. « Je suis là parce que je croyais en nous, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Je pensais que la patience et la loyauté signifiaient quelque chose. » Henri se pencha en avant, posant son verre. « La patience et la loyauté sont de bonnes qualités pour un employé, mais dans un mariage, il faut apporter une valeur ajoutée, Clara. Tu es prévisible, sûre, mais pas inspirante. » Les mots la coupèrent plus profondément que n'importe quelle trahison. Elle resta assise là, stupéfaite, réalisant qu'il n'était pas seulement infidèle, mais aussi incapable de voir sa valeur au-delà de son utilité. Se levant lentement, elle dit, « Je ne t'inspire peut-être pas maintenant, mais un jour, tu te souviendras de la femme qui se tenait à tes côtés quand personne d'autre ne le faisait. » Henri ricana et retourna à ses papiers. « Des promesses, des promesses. Voyons si tu peux les tenir. » Clara s'éloigna, le corps tremblant, son cœur hurlant pour une liberté qu'elle n'avait pas encore le courage de saisir. La pluie s'abattait contre les fenêtres tandis que le tonnerre grondait dans le ciel. Clara se tenait dans le salon, les mains tremblantes, alors qu'Henri se préparait à repartir, élégamment vêtu et sentant l'eau de Cologne. « Henri, s'il te plaît, » supplia-t-elle en bloquant la porte. « Reste ce soir, reste avec moi. » Il ricana,
ajustant ses boutons de manchette. Clara, j'ai des affaires. Sa voix se brisa. Les affaires ne rient pas avec toi à minuit. Les affaires ne laissent pas de rouge à lèvres sur tes chemises. Henri se figea un instant, la mâchoire contractée, avant de lancer avec mépris, tu as encore fouiné. Tu devrais être reconnaissante que je rentre tout court. Les larmes de Clara se mêlèrent à la pluie qu'elle avait ramenée de l'extérieur, son corps tremblant. Je suis ta femme, Henri. Je ne veux ni richesse ni grand geste. Je veux seulement du respect. Est-ce trop demandé? Ses yeux se rétrécirent. Le respect se mérite, Clara, et se plaindre n'est pas le moyen de l'obtenir. Elle s'approcha, désespérée, sa voix s'élevant. Alors dis-moi, suis-je même encore ta femme ou juste une gouvernante avec une bague? L'orage dehors semblait faire écho à sa question, un éclair illuminant son visage impassible. Henri eut un sourire cruel en la dépassant. C'est toi qui as signé pour cette vie. Ne te plains pas maintenant. Les genoux de Clara cédèrent, et elle s'effondra sur le sol alors que la porte claquait derrière lui. La pluie redoubla d'intensité, comme pour se moquer de son impuissance. Elle murmura dans le vide, « Combien de temps encore puis-je vivre comme ça ?» Ses sanglots emplirent la pièce, se mêlant à l'orage, jusqu'à ce qu'elle se relève finalement, s'agrippant fermement au rideau, le corps lourd de désespoir. Cette nuit-là, Clara sut que quelque chose s'était brisé de manière irréparable, quelque chose qu'aucune patience ne pourrait jamais réparer. La confrontation ne vint pas avec des mots, mais avec un geste qui brisa chaque fil restant. Henri rentra tard, le visage rouge de boisson et de rire, tandis que Clara attendait assise dans le salon faiblement éclairé. « Nous devons parler, dit-elle, la voix ferme malgré la tempête qui faisait rage en elle. Il roula des yeux, jetant sa veste sur le canapé. Encore cette histoire de parler. Clara, tu es épuisante. Elle se leva et s'approcha. Je ne peux pas vivre comme ça. Je ne peux pas continuer à être invisible. Est-ce que tu veux même encore de moi ici? Henri eut un sourire narquois, plongea la main dans son portefeuille et, sans hésiter, en sortit un billet froissé de 25 $. Il le jeta à ses pieds avec dédain. Voilà, c'est tout ce que tu vaux. Va t'acheter un peu de dignité. Le bruit du billet frappant le sol résonna plus fort que le tonnerre. Clara se figea, le regardant, les mains tremblantes. Pendant un long moment, le monde sembla suspendu, le seul son étant sa propre respiration superficielle. Lentement, avec une dignité déchirante, elle se pencha et ramassa l'argent. Elle regarda Henri, les yeux pleins de larmes, mais flamboyants de quelque chose de plus fort. « Tu regretteras ça », murmura-t-elle doucement, sa voix portant un poids qu'Henri balaya d'un haussement d'épaule. Des menaces en l'air, marmonna-t-il en se servant un verre. Sans un mot de plus, Clara se dirigea vers la porte, les 25 $ serrés dans sa main. Elle ne fit pas de valise, elle ne se retourna pas. La pluie dehors s'était calmée en une bruine, comme si l'orage n'était passé que pour faire place à un nouveau départ. En sortant dans la nuit, le billet froissé pressé dans sa paume, Clara réalisa que ce qu'Henri avait voulu être une humiliation pourrait bien devenir la graine de son destin. Elle s'avança dans l'obscurité, brisée mais insoumise, ses larmes se mêlant à la brume, portant déjà en elle les premières étincelles d'une vengeance silencieuse. La nuit était froide, les lampadaires projetant de faibles halos sur le trottoir humide alors que Clara marchait sans but, ses chaussures trempées par la pluie précédente. Le billet de 25 $ était froissé dans son poing, les bords humides à cause de la poigne de ses mains tremblantes. Chaque pas résonnait comme un verdict. Elle avait laissé derrière elle non seulement sa maison, mais aussi la dernière illusion d'être chérie. L'air sentait légèrement la terre mouillée et les gaz d'échappement, et bien que sa poitrine lui fasse mal de chagrin, elle continuait d'avancer, craignant que si elle s'arrêtait, le poids de tout cela ne l'écrase. « Pourquoi n'étais-je pas assez ?» se murmura-t-elle, sa voix à peine audible au-dessus du bourdonnement de la ville nocturne. Des taxis ralentirent à côté d'elle, le chauffeur baissant la vitre pour demander « Besoin d'une course, mademoiselle ?» Elle secoua rapidement la tête et continua de marcher. Accepter une course lui semblait être une capitulation. Ce soir-là, elle avait besoin de ressentir chaque pas douloureux. Les visages des inconnus défilaient, flous, personne ne s'arrêtant, personne ne sachant que le monde d'une femme s'était effondré quelques heures plus tôt. Elle serra plus fort le billet. « Si c'est tout ce qu'il pense que je vaux, pensa-t-elle, alors je ne laisserai pas cela être ma fin. » Au moment où Clara atteignit le quartier familier de sa meilleure amie, Mia, ses jambes tremblaient d'épuisement. Elle resta plusieurs minutes devant la porte avant de frapper,
sa fierté luttant contre son désespoir. Quand Mia ouvrit la porte, vêtue d'un pyjama et tenant une tasse de thé, ses yeux s'écarquillèrent à la vue des vêtements trempés et du visage strié de larmes de Clara. « Clara, oh mon Dieu, que s'est-il passé ?» Clara força un sourire, bien qu'il vacille. « J'avais juste besoin d'un endroit pour respirer. » Mia la fit entrer sans un mot de plus, l'enveloppant dans une couverture et la guidant vers le canapé. Alors que Clara s'asseyait, les épaules affaissées, elle murmura « Il m'a donné 25 $ et m'a dit que c'était tout ce que je valais. » Le visage de Mia se durcit de fureur, mais elle dit doucement « Alors que cette nuit soit celle où tu cesses de le laisser te définir. » Clara enfouit son visage dans la couverture, ses larmes coulant librement. « Je ne sais pas qui je suis sans lui, » admit-elle. Mia s'agenouilla à côté d'elle, lui serrant fermement les mains. « Alors ce soir, nous commençons à le découvrir. Tu es plus que sa cruauté, Clara, tu l'as toujours été. » Pour la première fois depuis des années, Clara se permit de croire que ces mots pourraient être vrais. Le soleil pénétrait doucement dans le salon de Mia, mais pour Clara, la journée arriva lourde et inhospitalière. Elle était assise sur le canapé, toujours enveloppée dans la couverture, fixant le billet de 25 $ sur la table basse comme s'il contenait les réponses à toutes ses questions. Ses yeux étaient gonflés, son corps raide à cause du sommeil agité qui était venu par fragments. Mia entra discrètement, posant une tasse de thé fumante à côté d'elle. « Tu n'as pas beaucoup fermé l'œil, dit-elle gentiment. Clara hocha la tête, sa voix un murmure creux. « Je ne sais même pas par où commencer. Ma vie ressemble à des cendres. » Mia s'assit à côté d'elle. « Des cendres peuvent encore faire pousser quelque chose de nouveau, mais d'abord, tu dois manger. » Clara fixa le thé, son reflet déformé dans la vapeur, et demanda « Pourquoi n'étais-je pas assez ?» J'ai cuisiné, j'ai nettoyé, je suis resté à ses côtés, sa voix s'éteignit, se brisant. Mia lui prit la main. « Parce qu'il est brisé, Clara, pas parce que tu le hais. Tu ne peux pas passer ta vie à prouver ta valeur à quelqu'un qui te jette. » La vérité la piqua, mais au fond, Clara savait que c'était une vérité dont elle avait besoin. Pourtant, le vide dans sa poitrine restait immense et implacable. Les heures passèrent en silence, rompues seulement par le cliquetis des tasses et le tic-tac de l'horloge de Mia. Clara se leva finalement et se dirigea vers la fenêtre, regardant les enfants se poursuivre dans la rue en contrebas. Leur rire montait comme quelque chose d'un monde lointain auquel elle n'appartenait plus. « Penses-tu qu'il est possible de se reconstruire » demanda-t-elle soudainement. Mia sourit faiblement. « Non seulement possible, mais nécessaire. Tu le verras un jour, quand tu te tiendras plus grande que tu ne le pensais. » Clara se retourna, ses mains agrippant les bords de la couverture. « J'ai si peur. » Mia se leva et la serra fort dans ses bras. « Alors laisse ta peur te rappeler que tu es vivante, et que la vie signifie des chances, même si tu ne les vois pas encore. » Clara ferma les yeux, s'appuyant sur l'étreinte de son amie. Elle savait que son monde s'était effondré, mais alors qu'elle se tenait là, respirant la chaleur de quelqu'un qui se souciait d'elle, elle réalisa que peut-être, juste peut-être, les cendres dont parlait Mia pourraient un jour être un sol fertile. Pour l'instant, cependant, tout ce qu'elle avait était un billet froissé et le faible espoir que son histoire n'était pas terminée. Clara passa la journée suivante à errer en ville comme un fantôme, ses pensées enchevêtrées entre le chagrin et l'incrédulité. Avec les 25 $ dans son sac à main, elle entra dans une petite supérette, l'odeur du café fraîchement moulu se mêlant à l'air moite des vieux magazines empilés près du comptoir. Elle n'avait pas prévu de dépenser l'argent. En fait, elle s'y accrochait comme si c'était la seule preuve qu'elle existait encore. Mais alors qu'elle parcourait les allées sans but, ses yeux tombèrent sur le présentoir coloré de la loterie. Des billets étaient étalés sur le comptoir, promettant des rêves impossibles en caractères gras et images scintillantes. Elle resta là un long moment, débattant silencieusement. « C'est stupide », marmonna-t-elle à voix basse, ses doigts effleurant le bord de son sac. Le caissier, un homme d'âge mûr aux yeux bienveillants, remarqua son hésitation. « C'est la première fois que vous y songez » demanda-t-il nonchalamment. Clara réussit un faible sourire. « Oui, je suppose que ça n'aurait pas d'importance si je perdais. Ce n'est pas comme s'il me restait quelque chose à perdre. » Il haussa les épaules en lui tendant un bulletin. « Parfois, la vie nous surprend quand on s'y attend le moins. » Clara fixa le billet comme s'il se moquait d'elle, mais quelque chose dans sa poitrine murmura « Essaie ». D'une main tremblante, elle lui tendit l'argent qu'Henri avait si négligemment jeté. Le billet froissé s'aplatit sur le comptoir comme s'il attendait d'être transformé.
Un billet, dit-elle, la voix tremblante. Le caissier le déchira et le glissa vers elle. Bonne chance, madame. Clara le glissa dans son sac à main, le cœur lourd d'ironie. Sur le chemin du retour, elle rit amèrement. Henri trouverait ça pathétique, murmura-t-elle, dépenser le seul argent que j'ai pour un rêve. Mais en entrant plus tard dans l'appartement de Mia, elle tenait le billet comme un talisman secret. Elle ne le dit pas à Mia, pas encore. Elle le plia simplement avec soin dans son carnet et le posa sur la table de chevet. Allongée, éveillée cette nuit-là, elle pensa à la façon dont la vie l'avait dépouillée de sa dignité, mais maintenant elle tenait un bout de papier qui portait la plus faible lueur de possibilité. Ce n'est rien, se dit-elle fermement. Pourtant, en fermant les yeux, elle ne put ignorer la petite flamme d'espoir qui réchauffait sa poitrine, fragile, presque invisible, mais vivante. Les jours se transformèrent en semaines, et Clara oublia presque le billet en essayant de recoller les morceaux de sa vie quotidienne. Elle postulait à des emplois, nettoyait l'appartement de Mia en signe de gratitude, et remplissait ses soirées de promenade tranquille, laissant l'air frais apaiser son esprit meurtri. Mais peu importe ses efforts pour se concentrer sur le présent, la douleur de la trahison persistait, pesant sur elle comme une ombre constante. Un soir, en triant son carnet, elle tomba sur le bout de papier plié. Son cœur manqua un battement. Un instant, elle songea à le jeter, le rejetant comme une absurdité, mais la curiosité la rongeait. Ce n'est que du papier, murmura-t-elle en l'aplatissant sur la table. Pourtant, ses mains ne voulaient pas le lâcher. Cette nuit-là, elle rêva de portes qui s'ouvraient, de larges portes dorées menant à des pièces pleines de lumière. Elle se réveilla en sursaut, le cœur battant la chamade, serrant le billet comme si c'était une bouée de sauvetage qu'elle ne savait pas qu'elle tenait. Pourtant, Clara essaya de ne pas y penser. Elle se dit qu'elle n'avait pas besoin de plus de déception dans sa vie. Lorsque Mia remarqua son air distrait, elle demanda « Ça va ?» Clara força un sourire. « Juste fatiguée, je pense trop. » Mia n'insista pas, mais ses yeux restèrent empreints d'inquiétude. Quelques jours plus tard, alors que Clara passait devant un kiosque à journaux, des titres criaient que des gagnants du jackpot changeaient de vie du jour au lendemain. Elle s'arrêta, ses doigts effleurant le sac où reposait son billet. « Et si, murmura-t-elle, le souffle coupé. Pour la première fois, son cœur sentit une petite montée d'anticipation, bien qu'elle l'ait rapidement enfouie. Ce soir-là, assise dans le noir, elle déplia à nouveau le billet, fixant les numéros. « Ça n'a pas d'importance, » se dit-elle fermement en le remettant dans le carnet. Mais au fond, sous toutes les couches de chagrin et de peur, elle savait qu'elle attendait quelque chose, un signe, une chance de croire que sa vie n'était pas destinée à se terminer dans l'humiliation. C'est un mardi après-midi que le téléphone de Clara sonna, l'écran affichant un numéro inconnu. Elle hésita avant de répondre, la voix méfiante. « Allô ?» Une voix joyeuse répondit, « Bonjour. Est-ce que je parle bien à mademoiselle Clara Mitchell ?» Sa poitrine se serra. « Oui, c'est elle. » La voix continua, calme et officielle, « Nous appelons de la Commission nationale de la loterie. Félicitations, madame. Vous avez remporté le jackpot d'1 million de dollars. » Clara cligna des yeux, frappée de stupeur. Le monde autour d'elle se brouilla, les murs tournant comme si la terre avait basculé. « Je pense que vous vous êtes trompé de personne, » balbutia-t-elle, serrant fermement le téléphone. « Pas d'erreur, madame. Votre billet a été vérifié. Vous êtes notre dernière gagnante du jackpot. » Ses genoux cédèrent, et elle s'effondra sur la chaise, son cœur battant à tout rompre dans ses oreilles. Des larmes coulèrent sur son visage, son corps tremblant violemment alors qu'elle murmurait « 1 million. Avec 25 dollars. » Son rire sortit, brisé, mêlé de sanglots. Elle pensa à Henri, à l'insulte, à l'argent jeté comme un déchet, maintenant transformé en une richesse inimaginable. « Merci, » murmura-t-elle à personne en particulier, la voix chevrotante. Quand Mia se précipita dans la pièce en entendant le cri de Clara, elle trouva son amie par terre, serrant le téléphone contre sa poitrine, des larmes coulant sur son visage. « Clara, que s'est-il passé? Tu es blessée ?» Clara leva les yeux, le regard écarquillé d'incrédulité, et murmura, « Mia, j'ai gagné. J'ai vraiment gagné. 1 million. » Mia se figea, puis tomba à genoux à côté d'elle, l'enlaçant fermement. « Oh mon Dieu, Clara, tu réalises ce que ça signifie ?» Clara hocha la tête, sanglotant toujours, son corps secoué de tremblements incontrôlables.
Ça signifie. Ça signifie que la cruauté d'Henri n'aura pas le dernier mot. Ça signifie que je peux tout recommencer. Les deux femmes s'étreignirent, leur rire et leurs larmes se mêlant. Clara pressa son front contre l'épaule de Mia, sa voix se brisant. Il m'a dit que je valais 25 $, mais maintenant. Maintenant je sais qu'il avait tort. Mia lui prit le visage en coupe, souriant à travers ses larmes. Non, Clara, tu as toujours valu plus. Maintenant, le monde en a enfin la preuve. Pour la première fois depuis des années, Clara se permit de croire que sa vie pouvait contenir plus que de la douleur. Que peut-être, juste peut-être, le destin l'avait choisi pour quelque chose de plus grand. Le lendemain matin, après que la nouvelle se soit installée dans ses os, Clara rencontra un avocat recommandé par le cousin de Mia. Son bureau était calme, bordé d'étagères de gros livres de droit et de certificats soigneusement encadrés sur les murs. Il l'écouta patiemment tandis que Clara expliquait sa situation, ses gains, son mariage brisé et la peur que son mari, dont elle était séparée, essaie de réclamer ce qui ne lui appartenait pas. L'avocat, Maître Harrison, se pencha en arrière sur sa chaise, tapotant un stylo contre son bloc-notes. Clara, l'argent change tout. Il attire la famille, les amis, les étrangers et, malheureusement, les prédateurs. Vous devez vous protéger soigneusement. Clara croisa nerveusement les mains. Mais comment? Je ne sais même pas par où commencer. Maître Harrison ajusta ses lunettes et répondit, d'abord, ne criez pas votre gain sur tous les toits. Gardez le silence, même avec les gens que vous pensez pouvoir croire. Deuxièmement, créez des garde-fous, de nouveaux comptes, des investissements sécurisés et des structures juridiques qui tiendront les opportunistes à distance. Clara hocha lentement la tête, absorbant chaque mot. Pour la première fois depuis l'effondrement de son mariage, elle avait l'impression que quelqu'un l'armait, lui donnait des outils au lieu de blessures. Avant qu'elle ne parte, Maître Harrison posa une main sur les papiers de son bureau. Il y a encore une chose, dit-il fermement. Ne laissez jamais la culpabilité guider vos décisions. On vous a fait sentir petite pendant trop longtemps. Cette richesse est la vôtre, et vous avez le droit de la protéger. Clara expira, tremblante, sa poitrine se serrant à ces mots. On ne m'a jamais dit ça avant, admit-elle. Il lui offrit un sourire rassurant. Alors laissez-moi être le premier. Vous n'êtes plus une servante. Vous êtes une femme de pouvoir, et vous devez l'utiliser avec sagesse. Clara se leva, c'est pas mal assuré, mais sa résolution se durcissant à chaque instant. En lui serrant la main, elle murmura, « Merci. Je n'oublierai pas. » En retournant à la lumière du soleil, Clara serra le dossier de documents qu'il lui avait donné. Le monde lui parut soudain vaste et dangereux, mais aussi ouvert d'une manière qu'il ne l'avait jamais été. Elle se murmura, « Cette fois, je ne serai pas négligente avec mon avenir. » Clara emménagea dans une modeste maison en périphérie de la ville, loin de l'appartement qui avait abrité ses peines. Les murs étaient nus, les meubles simples, mais c'était à elle. Chaque lampe, chaque chaise, chaque coin tranquille n'appartenait qu'à elle. Le premier matin, elle prépara du café et s'assit près de la fenêtre, regardant le soleil se lever sur le jardin qu'elle avait l'intention de planter. Elle murmura, « C'est à moi », et les mots sonnèrent étranges mais libérateurs. Elle passa les jours suivants à ouvrir de nouveaux comptes en banque, comme Maître Harrison le lui avait conseillé, transférant soigneusement les gains dans des endroits sûrs. Au magasin, elle acheta des carnets pour noter chaque dépense, déterminée à ne pas laisser l'argent lui filer entre les doigts. « Je ne le gaspillerai pas », se marmonnait-elle en écrivant soigneusement les chiffres en rangée. Chaque pas prudent lui rappelait qu'elle n'était plus la femme qui avait mendié des miettes d'affection. Elle se reconstruisait. Mia lui rendit visite un week-end, apportant des fleurs pour égayer le salon. « Tu t'en es bien sorti », dit-elle en les posant sur la table. Clara sourit faiblement. « Ça ne semble pas encore réel. J'attends toujours de me réveiller et de voir Henri se moquer de moi. » Mia secoua fermement la tête. Cette fois, il n'aura pas le dernier mot. Cette maison, cette paix, c'est la preuve que tu lui as survécu. Clara toucha doucement les pétales, ses yeux s'adoucissant. J'entends encore sa voix, Mia, me disant que je suis petite, indigne. Mia se pencha en avant. Alors noie cette voix avec de nouvelles. Plante ton jardin, remplis ses pièces de rire, et laisse chaque jour te rappeler que tu as dépassé son ombre. Clara hocha la tête, sa poitrine se gonflant d'une détermination tranquille. Plus tard cette nuit-là, de nouveau seule, elle se tint dans l'embrasure de sa chambre, écoutant l'immobilité.
Le silence ne se moquait plus d'elle. Il la tenait comme une étreinte, lui promettant qu'elle n'aurait plus jamais à mendier le respect. Clara commença à redécouvrir de petites joies qu'elle avait longtemps oubliées. Elle passait des après-midi à genoux dans son jardin, plantant des roses et de la lavande, laissant la terre tacher ses mains sans honte. Chaque bourgeon qui poussait lui semblait être un témoignage de sa propre survie, comme si la vie elle-même s'épanouissait avec elle. Le soir, elle se blottissait dans son fauteuil de lecture avec des livres qu'elle avait toujours voulu lire, mais pour lesquels elle n'avait jamais eu le temps. Les histoires l'emportaient vers des terres lointaines, lui rappelant que la sienne ne faisait que commencer. Parfois, elle riait à voix haute en lisant des passages, s'étonnant elle-même du son. « Je peux encore rire », murmura-t-elle un soir en posant une main sur sa poitrine. Cette prise de conscience lui arracha des larmes, non de chagrin, mais de soulagement. Les nuits qui avaient été remplies de l'indifférence froide d'Henri étaient maintenant les siennes. Remplies de la musique qu'elle jouait doucement, ou de la simple paix du silence qui n'appartenait à personne d'autre. Une nuit, en écrivant dans son journal, Clara se surprit à s'adresser directement à Henri. « Tu pensais m'avoir brisé, écrivit-elle, mais tout ce que tu as fait, c'est me pousser vers la vie que tu n'aurais jamais pu me donner. » Elle ferma le livre et le posa doucement sur sa table de chevet, sentant une force tranquille monter en elle. Quand Mia appela pour prendre de ses nouvelles, Clara dit avec un sourire « J'apprends à respirer à nouveau. » C'est étrange, mais ça fait du bien. La voix de Mia était chaleureuse. « Continue de respirer, Clara. Chaque souffle que tu prends maintenant est la preuve que tu es libre. » Après l'appel, Clara se versa une tasse de thé et se tint à la fenêtre, regardant le clair de lune se répandre sur son jardin. Elle murmura dans la nuit, « Je ne suis plus invisible. » Les étoiles semblèrent scintiller en réponse, comme si l'univers lui-même avait attendu qu'elle revendique sa propre existence. Il ne fallut pas longtemps pour que la nouvelle de la fortune de Clara se répande dans la communauté. D'abord, ce fut un voisin qui en parla nonchalamment au marché, puis d'anciennes connaissances se souvinrent soudainement d'elle avec de chaleureux sourires. Des invitations apparurent dans sa boîte aux lettres, des fêtes, des dîners, des galas de charité, chacun signé par des gens qui l'avaient autrefois ignoré. Au début, elle déclina poliment, mais la curiosité la poussa à assister à une réception. Dès qu'elle entra, tous les yeux se tournèrent vers elle. Une femme qu'elle connaissait à peine se précipita, s'exclamant « Clara, ma chérie, il faut absolument qu'on se rattrape. » Clara sourit poliment, bien qu'à l'intérieur elle sente la fausseté l'envahir. Plus tard, elle entendit deux hommes chuchoter. C'était la femme d'Henri, tu te souviens? C'est drôle comme la fortune sourit au plus simple. Les mots la piquèrent, mais elle releva la tête, refusant de se recroqueviller comme elle l'aurait fait autrefois. Cette nuit-là, Mia la mit doucement en garde. Les gens ne te contactent pas parce qu'ils se soucient de toi. Ils voient ta richesse, pas tes blessures. Clara hocha la tête, la mâchoire serrée. Je sais, mais laisse-les parler. J'ai survécu à pire que des chuchotements. Mia l'étudia attentivement. Es-tu prête si Henri l'apprend? Les yeux de Clara se durcirent. Laisse-le l'apprendre. Laisse-le rager. Je ne me laisserai pas faire cette fois. Elle se versa un verre d'eau, les mains stables. L'argent ne me définit pas, Mia, mais je l'utiliserai pour m'assurer que personne ne me définira plus jamais. Mia sourit tristement. Je ne veux juste pas que tu sois à nouveau blessée. Clara posa sa main sur celle de son amie. J'ai déjà été brisée une fois. Ce qui reste maintenant, c'est seulement de la force. Même en parlant, elle sentait la vérité de ces mots brûler en elle, une force qui serait bientôt mise à l'épreuve. Clara était dans son jardin quand elle le revit pour la première fois. La silhouette familière d'Henri était appuyée contre la voiture noire garée sur le trottoir, son sourire narquois aussi affûté que jamais. Un instant, son cœur s'emballa de vieille peur, puis elle se redressa, la terre accrochée à ses gants, et soutint son regard sans ciller. Il s'approcha lentement, ses yeux balayant sa maison. « Joli coin, dit-il doucement. Je suppose que mes 25 $ ont rapporté plus que je ne le pensais. » Clara retira délibérément ses gants, sa voix calme. « Cette maison n'est pas à toi, Henri. Rien ici ne t'appartient. » Il gloussa en se rapprochant. « Oh, mais c'est là que tu te trompes. Cet argent était le mien, et tu l'as utilisé pour bâtir cette fortune. Légalement, ça me donne des droits. » Les yeux de Clara se rétrécirent. « Tu me l'as jeté comme un déchet. Tu as dit que c'était tout ce que je valais. Ne déforme pas l'histoire maintenant.
Henri se pencha, sa voix basse. Alors je prendrai ce qui m'appartient. 75%, une part équitable, tu ne trouves pas? Clara croisa les bras, son expression stable, bien que son pouce accélère. Tu n'auras rien de moi. Henri eut un sourire narquois. Tu oublies, Clara, j'obtiens toujours ce que je veux. Tu ne tiendras pas longtemps contre moi. Elle recula, le ton sec. Tu me sous-estimes, Henri. Je ne suis plus la femme que tu contrôlais autrefois. Il pencha la tête, amusé. Nous verrons bien. Sur ce, il s'éloigna, ses pas lents, délibérés, une promesse de guerre. Clara le regarda partir, les mains tremblant légèrement, mais ses yeux brûlaient de détermination. Elle se murmura, si c'est une bataille qu'il veut, je lui en donnerai une. Mais cette fois, c'est moi qui la terminerai. Henri se présenta à la grille de Clara la semaine suivante, vêtu d'un costume impeccable, son arrogance plus tranchante que le brillant de ses chaussures. Clara n'ouvrit la porte qu'entrebâillée, mais il fit passer ces mots à travers l'ouverture comme du poison. J'ai parlé à un avocat, annonça-t-il avec satisfaction. Ces 25 $ étaient un capital de départ. Tu me dois 75% de tes gains. Clara releva le menton, sa voix froide. Tu ne m'as donné que de l'humiliation. Cet argent n'était pas un cadeau, c'était une insulte. Et tu le sais. Henri eut un sourire narquois, les yeux brillants. Peu importe ce que tu en penses. Ce qui compte, ce sont les preuves. Je peux prouver que tu as utilisé mon argent pour acheter le billet. La prise de Clara sur la porte se resserra, son pouce se stabilisant. Alors prouve-le au tribunal. Je ne te livrerai pas ma vie simplement parce que tu cries assez fort. Son sourire vacilla brièvement, mais il se reprit. Je te traînerai dans la boue jusqu'à ce que tu cèdes, Clara. Ne sous-estime pas à quel point je peux être sale. Elle s'avança dans l'embrasure de la porte, ses yeux fixés sur les siens. Alors souviens-toi de ça, je sais déjà à quel point tu es sale. Tu ne peux pas briser ce que tu as déjà essayé de détruire. À l'intérieur de la maison, Clara s'effondra sur une chaise, le cœur battant à tout rompre. Elle appela immédiatement Mia, sa voix basse mais contrôlée. Il a commencé sa guerre. Mia soupira lourdement. Tu dois te préparer. Il n'arrêtera pas avant de t'avoir saigné à blanc. Clara hocha la tête, serrant le téléphone. Je ne le laisserai pas faire. J'ai survécu à sa cruauté une fois, je ne recommencerai pas. Mais cette fois, je dois être intelligente. La voix de Mia s'adoucit. Alors laisse-le croire qu'il gagne. Laisse-le tomber droit dans son propre piège. Clara expira, ses lèvres se pressant en une fine ligne. C'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. Elle posa le téléphone et regarda autour de sa maison silencieuse. La peur qu'elle avait ressentie plus tôt avait commencé à se durcir en quelque chose de plus fort, de plus tranchant. Elle murmura dans l'immobilité, il pense qu'il joue à un jeu, mais il ne sait pas que j'ai déjà commencé à écrire les règles. Le harcèlement d'Henri s'intensifia rapidement. Il envoya de longues lettres condescendantes remplies de jargon juridique, suivies d'appels téléphoniques nocturnes dégoulinant de venin. Tu ne peux pas te cacher éternellement derrière ton petit avocat, ricana-t-il un soir. Le monde entier sait que tu as utilisé mon argent. Tout le monde verra l'escroc que tu es. Clara écouta tranquillement, puis répondit, le monde verra aussi l'homme qui a réduit sa femme à 25 $. Veux-tu vraiment que cette histoire soit racontée? Il y eut un silence au bout du fil avant qu'Henri ne marmonne, tu as pris de l'assurance, Clara. N'oublie pas, c'est moi qui t'ai appris la discipline. Elle sourit amèrement. Tu m'as appris la survie, Henri, et j'ai bien appris ma leçon. Elle mit fin à l'appel et s'assit dans l'obscurité, le corps tremblant, mais sa résolution intacte. Les menaces étaient sans fin, des lettres glissées sous sa grille, des rumeurs chuchotées en ville la traitant de voleuse, et même de fausses accusations envoyées à ses candidatures d'emploi. Mais chaque insulte, chaque attaque ne faisait que lui rappeler qui elle avait été, et qui elle était déterminée à ne plus jamais être. Un après-midi, elle rencontra Maître Harrison, qui étala la pile de menaces d'Henri sur son bureau. Il met la pression, espérant que vous craquerez, expliqua l'avocat. Clara croisa les bras. Il ne sait pas que la pression m'a déjà remodelé. J'ai été endurci par pire que ça. Maître Harrison l'étudia attentivement, puis hocha la tête. Si vous voulez gagner, vous devez le surpasser en intelligence, pas en décibels. Donnez-lui l'illusion de la victoire.
Laissez-le renoncer lui-même à sa propre réclamation. Les yeux de Clara s'illuminèrent soudainement. Vous voulez dire, la pâtée? L'avocat se pencha en avant. S'il est assez avide, il ne lira pas les petits caractères. Il ne verra que les chiffres qu'il pense mériter. Clara se rassit lentement, ses lèvres s'étirant en un très léger sourire. Alors préparons quelque chose d'irrésistible. Elle quitta le bureau, les papiers sous le bras, le cœur battant la chamade. Les menaces avaient finalement donné naissance à un plan, et elle murmura en marchant, « Tu voulais 75%, Henri. Je m'assurerai que tu signes pour les avoir, et que tu perdes tout. » Quand Henri se présenta de nouveau à la porte de Clara, il la trouva inhabituellement soumise. Elle le laissa entrer, les yeux baissés, la voix tremblant juste assez pour le convaincre. « Je ne peux plus me battre contre toi, Henri. Tu es plus fort, plus bruyant, plus intelligent. Peut-être. Peut-être que tu as raison. Peut-être que je devrais juste te donner ce que tu veux. » Henri sourit, un prédateur sentant le sang. « Enfin, tu deviens raisonnable. Je savais que tu finirais par reprendre tes esprits. » Clara lui tendit un dossier, ses doigts effleurant les siens comme en signe de défaite. « Ceci devrait te donner les 75% que tu réclames. Signe juste, et j'arrêterai de résister. » Henri le feuilleta rapidement, ses yeux s'illuminant devant les chiffres en gras imprimés sur la première page. « Voilà qui est mieux, marmonna-t-il en sortant un stylo de sa poche. Clara se força à garder une expression neutre, bien que son cœur batte violemment dans sa poitrine. « Je veux juste la paix, murmura-t-elle. Je ne veux plus me battre. » Henri eut un sourire narquois, griffonnant sa signature sur les lignes sans hésiter. « Tu aurais dû faire ça il y a des semaines, dit-il triomphalement. Pense à tous les ennuis que tu nous aurais épargnés. » Clara joignit les mains devant elle, inclinant légèrement la tête pour cacher la lueur de victoire qui dansait dans ses yeux. « Oui, murmura-t-elle doucement, j'aurais dû. » Henri referma le dossier d'un claquement satisfait, le glissant sous son bras comme un trophée. « Tu as enfin appris ta place, Clara, et ta place est en dessous de moi. » Elle se mordit l'intérieur de la joue, gardant le silence, lui permettant de croire son triomphe complet. Après son départ, Clara resta seule dans la maison silencieuse, l'air vibrant de son rire inexprimé. Elle murmura dans la pièce vide, « Tu as renoncé à tout, Henri, et tu ne le sais même pas encore. » Henri ne perdit pas de temps à parader avec sa prétendue victoire. Lors d'un dîner somptueux avec ses collègues, il se vanta, « Je contrôle maintenant 75% de ses gains. Imaginez, 1 million, presque entièrement à moi. » Ses compagnons levèrent leurs verres, certains avec admiration, d'autres avec un jugement silencieux. Henri se renversa sur sa chaise, suffisant. Elle a toujours été faible, prévisible. Il a suffi d'un peu de pression, et elle a craqué. Je vous l'ai dit, je gagne toujours. De l'autre côté de la table, un homme d'affaires ricana sèchement. Espérons que tes papiers sont solides. Henri balaya le commentaire d'un geste de la main. Signé et scellé. Elle m'a pratiquement supplié de le prendre. Des rires éclatèrent, mais sous tout cela, son arrogance brillait plus fort que le lustre. Il fit teinter son verre, déclarant, à la domination. À ne jamais laisser personne oublier qui détient le pouvoir. La salle applaudit mollement, bien que plus d'un regard complice ait été échangé. Henri ne le remarqua pas. Il était enivré par sa propre illusion, trop aveuglé par la cupidité pour voir le piège se resserrer autour de lui. Pendant ce temps, Clara était assise dans son salon tranquille, sirotant un thé près du feu. Elle imaginait Henri à sa grande table, le torse bombé, se vantant de sa conquête, et elle sourit faiblement. « Laisse-le célébrer, murmura-t-elle. Plus il élève son orgueil, plus la chute sera dure. » Elle étala les copies des papiers signés sur la table, les annotations de Maître Harrison brillant comme des armes secrètes. Chaque clause, chaque ligne garantissait qu'Henri avait renoncé de manière permanente à tout droit sur sa fortune. Elle traça du doigt sa signature, nette et confiante, la marque même de sa chute. « Tu as toujours pensé que j'étais faible, murmura-t-elle à la lueur crépitante du feu, mais tu n'as jamais réalisé que le silence n'était pas de la soumission, c'était de la stratégie. » La chaleur des flammes effleura son visage alors qu'elle se penchait en arrière, ressentant une satisfaction qui n'était ni bruyante ni vengeresse, mais calme, délibérée et complète. Lorsqu'Henri fit irruption dans le bureau de l'avocat de Clara des semaines plus tard, exigeant l'accès à sa part des gains, la révélation tomba comme un marteau. Maître Harrison fit glisser les documents sur la table, son ton sec.
Monsieur Lawson, ce que vous avez signé n'était pas un transfert de richesse, mais un accord contraignant par lequel vous renoncez de manière permanente à toute réclamation future sur les actifs de Clara. Les yeux d'Henri sortirent de leurs orbites alors qu'il parcourait le texte, son visage blêmissant. C'est un piège. Elle m'a trompé. Clara, assise calmement à côté de l'avocat, prit la parole pour la première fois. Non, Henri, tu t'es trompé toi-même. Tu étais tellement aveuglé par la cupidité que tu n'as même pas pris la peine de lire. Tu m'as appris que dans ton monde, seuls les malins survivent, et j'ai bien appris ma leçon. Il frappa du poing sur la table. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Clara se leva lentement, son calme inébranlable. C'est déjà fait. La pièce était silencieuse, à l'exception de la respiration lourde d'Henri. Clara se dirigea vers la porte, ne s'arrêtant qu'une seule fois. Elle se retourna, le regard ferme. Tu m'as dit un jour que je valais 25 $. C'est tout ce que tu auras jamais de moi. Rien de plus. Sans attendre de réponse, elle partit, ses talons claquant sur le sol poli, chaque pas un hymne à la victoire. Dehors, l'air était frais, le ciel large et sans nuages. Clara ferma les yeux un instant, inspirant profondément, et sentit une paix qu'elle n'avait jamais connue. Pendant des années, elle avait été l'ombre aux côtés d'Henri, mais maintenant, elle était sa propre lumière. Et bien qu'Henri soit resté dans le bureau, bouillonnant de défaites, Clara savait que sa rage n'avait plus d'importance. Elle avait gagné, non seulement la bataille pour l'argent, mais la guerre pour sa dignité, sa liberté et son avenir. Voici le verset biblique pour cette histoire. Proverbe 11, verset 18, le méchant fait un gain trompeur, mais celui qui sème la justice a un salaire certain. Ce verset reflète la chute d'Henri. Son arrogance et sa cupidité l'ont conduit à poursuivre ce qui n'a jamais été à lui, mais l'endurance silencieuse, la résilience et l'intégrité de Clara lui ont apporté une récompense inattendue. La morale de l'histoire nous apprend que l'humiliation ne signe pas la fin de la valeur d'une personne. Ce que les autres rejettent et méprisent peut être la chose même que Dieu utilise pour transformer des vies. Le parcours de Clara montre que la dignité ne peut être achetée, et que la véritable force se cache souvent dans le silence jusqu'à ce que le bon moment la révèle. La cupidité, l'arrogance et la cruauté mèneront toujours à la destruction, mais la patience, la sagesse et la confiance en soi créent une fondation que personne ne peut vous enlever. Prière de clôture, Père Céleste, nous te remercions de nous rappeler à travers cette histoire que la valeur de personne n'est définie par le rejet, la cruauté ou l'opinion des autres. Toi seul élèves les humbles et rends justice à ceux qui ont été lésés. Tout comme les larmes de Clara sont devenues un témoignage de force, que notre douleur devienne la graine de nouveaux commencements. Enseigne-nous la patience lorsque nous sommes moqués, la sagesse lorsque nous sommes éprouvés, et le courage lorsque nous sommes tentés d'abandonner. Seigneur, puissions-nous ne jamais être aveuglés par la cupidité comme Henri, mais plutôt vivre avec intégrité, gentillesse et foi en ton timing. Nous déclarons que ce que l'ennemi destinait à la honte, tu peux le transformer en victoire. Au nom puissant de Jésus, Amen. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos pensées dans la section des commentaires. Laissez un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.